Elle s'appelle Michal Kotler, elle est avocate internationale et elle nous vient du Canada. Et oui, vous savez que Calitas, c'est aussi le rassemblement des Olim, non pas seulement de France, mais de toute la francophonie. Donc on est ravis de l'accueillir parce qu'elle a plein de choses à dire. Elle est passionnée notamment du droit international, des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Donc elle est la bienvenue. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous. Michal, bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez français, mais plus généralement, vous parlez hébreu dans la vie et anglais. Donc là, on va essayer. Oui, on va essayer. Je vais faire ma meilleure. Mais vos meilleurs efforts. Alors, oui. Vous êtes avocate aujourd'hui internationale. Vous avez fait vos études de droit à Jérusalem. Oui. Voilà, vous êtes venue en 1987 pour une première ALIA. Vous avez fini vos études et puis vous êtes partie à Montréal faire un master. Oui, Voilà. tout vrai. Et vous êtes revenue il y a 10 ans, alors là, plus seule, mais en famille, avec 4 enfants. Donc Canadien. Très canadien. Donc vous avez connu exactement les affres de l'ALIA que tous les Olim Hadashim peuvent rencontrer. C'était très différent la deuxième fois que la première fois, évidemment. Ça n'a rien à voir. C'est rien à voir. Qu'est-ce qui a été difficile? Je pense que le 50 fois avec les enfants, c'était les concerns de ton éducation et peut-être aussi c'était une complètement expérience différente pour moi parce que j'avais pas les codes. Mishkafayim Vurdot. Ah, vous n'aviez pas les lunettes roses. Oui, les lunettes roses. Je sais parfaitement où vous avez mis les pieds. Oui, je sais que je prends les enfants à les moments difficiles que je ne savais pas s'il y avait opportunité de pratiquer comment se faire avec le social, les différences culturelles, les différences de langue. Donc vous avez fait le challenge malgré toutes ces différences de revenir ici. Ah oui. Ouais. Alors, vous pensez, et ça c'est vraiment très intéressant, que les nouveaux immigrants ont une voix tout à fait particulière à apporter à la société israélienne. Oui, je pense qu'on a beaucoup de choses. C'est premièrement les multi-identités qu'on a dans nous, comme juifs, comme civiliens dans notre pays, comme démocratiques, comme des civiliens qui comprennent à chaque pays, il y a des expériences de démocratie, mais on porte avec nous cette expérience et maintenant, c'est-à-dire qu'on est plus ouvert qu'un Israélien qui est né ici, qui n'a pas beaucoup voyagé. Oui, et aussi qui prend bien sûr l'identité juive. Mouvan Me'elav, c'est pas des efforts qu'on doit faire. D'accord. Pour vous, l'identité juive, c'est évident. Oui, c'est évident. Et les autres identités aussi, mais aussi c'est le petit route, c'est l'ouverture, l'acceptance des autres. Et les autres, ils regardent comme C'est-à-dire que vous pensez qu'un immigrant, quelqu'un qui n'est pas né ici, a naturellement une plus grande ouverture d'esprit? Je pense que c'est une plus pluraliste compréhension. Plus pluraliste. Oui, d'accord. Peut-être j'ai dit ça pour être plus accuré. Et aussi, je pense que c'est une voie qui est très importante parce que le zionisme, le sionout, oui. Nous sommes tous plus clairs qu'est-ce que ça dit pour notre vie, pas pour la vie des parents ou grands-parents. Okay. Nous-mêmes arrivés ici, nous connaissons les challenges, mais nous connaissons les opportunités. Et je pense que les Olim sont plus optimistiques. Plus optimistes. Oui, plus optimistes et moins cyniques. Ok, vous pensez qu'il y a beaucoup de cynisme dans la société israélienne, que nous, on peut apporter quelque chose de plus mesuré? Je pense. Et de plus positif? Oui, je pense. Et je pense qu'on a une très importante voix. Ah ben, ça nous fait plaisir de l'entendre. Alors, vous êtes là parce que aussi, vous êtes, dans votre profession, vous terminez un doctorat à Jérusalem en droit international spécialisé dans la liberté d'expression, pardon. Et vous agissez parfois en tant que conseil de certaines organisations civiles comme Tsav Pinous et Acheret Sheli.
So, yes. Alors, il y a Mecheli et il y a Tafios. Mecheli, pardon. Oui, là. C'est des exemples des organisations, mais peut-être la question et je pense qui est très important, c'est comment on connecter toutes ces choses que j'ai fait avec la loi internationale et aussi, comme tu as dit, la liberté d'expression. Alors, il y a un challenge très grand dans tout le monde, mais particulièrement en Israël. Particulièrement en campus universitaire. Ah, dans les universités. Dans okay. les universités, pas seulement en Israël, non, pas du tout. Dans toutes les universités. Dans les États-Unis, dans le Canada, dans l'Europe. Parce que je pense que l'université, c'est une place qu'on parle, on pense, on lit. J'espère qu'on pense. Et c'est une place que les étudiants qui sont expérimentés avec les activités civiliennes, ils prennent sa rôle. Avec les activités civiques, je m'excuse. Il prend sa rôle. Et l'université, c'est une place de pratiquer. Qu'est-ce qu'il est de sa rôle comme une civique? C'est-à-dire qu'à l'université, on doit apprendre quel est son rôle en tant que citoyen. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, je pense. C'est peut-être pas la rôle d'université. Mais c'est ce qui se fait. Mais ça, c'est la réalité. Si tu penses historiquement. Alors, c'est une très importante perspective pour comprendre les challenges qu'on a comme juifs sur cette université avec le BDS, avec l'antisémitisme et c'est pas seulement dans l'université, vraiment. C'est dans la société en général. Ah oui. Et oui, c'est vrai que moi, c'est bien de parler des universités parce que ce sont les cibles premières de ce genre de débat. Malheureusement, il y a des partisans du BDS qui vont démarcher, qui vont faire des colloques, des meetings. Et c'est vrai que parfois, les gens n'ont pas forcément les arguments. Alors, on comprend pas très bien. Alors, pour vous, c'est important, c'est sûr. Mais par rapport à Israël, quel est le rapport entre l'antisémitisme qui sévit à cause de ces associations, ces institutions, on va dire, et Israël. Qu'est-ce que vous pensez que nous, en tant que les Hadash, on peut faire ici? Alors, la première chose, c'est de connaître qu'il y a un problème, parce que la guerre, maintenant, elle n'est pas la guerre conventionnelle. C'est la guerre des mots. La guerre des médias. La guerre des médias, et elle est beaucoup de place. C'est pas seulement dans qu'est-ce qu'on lit dans Itonim, ou sur la radio, dans la presse. C'est à toute place. Et maintenant, je pense qu'Israël, dans cet âge qu'on a 71 confortable, ans. Oui, on est grand. On est grand. Et c'est le temps de reconnaître les challenges de nouvel monde. Les challenges de nouvel monde comme dans l'ONU. Et nous connaissons ça avec la décision de l'ICC. Alors, on va essayer de résumer. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous devons relever des challenges, des défis, voilà, avec notamment l'ONU, voilà, parce que nous avons des droits, mais des devoirs, mais aussi des droits. Et vous avez parlé, ICC, c'est la Haute Cour internationale de justice, oui, qui récemment nous a condamnés, en tout cas qui pense pouvoir attaquer ou mettre, on va dire, intenter tout simplement des procès à des simples soldats israéliens ou à des gradés pour tout ce qui s'est passé entre 2014 et 2019. Oui, et c'est seulement un symptôme d'un problème plus grand. Et le problème est que l'État d'Israël ne peut pas représenter toutes les choses qu'on avait dit jusqu'à ce moment-là. Le besoin de s'élever de la place de répondre tout le temps et seulement... Oui, c'est-à-dire qu'Israël réagit et réactif seulement. Elle réagit, répond à des attaques, mais ne donne pas une politique ou ne prend pas part au débat en avance, n'est pas proactif. Et ni avec notre ami qui attendait pour entendre qu'est-ce qu'on avait dit pour nous. Qu'est-ce qu'on a dit, oui. Et notre ennemi qui sont très fluents. On dit rien. On dit rien, on réagit, c'est tout. On réagit. On cesse plus de temps. En fait, c'est ça? Oui. Et aussi, il y a un autre problème parce qu'on n'a pas de confiance
parler cette langue des droits. La langue de droit, la langue de loi internationale, c'est une langue complète. C'est pas anglais, français, hébreu. C'est une langue. Et si on ne parle pas, on n'est pas une partie dans la conversation. Oui, c'est-à-dire que l'ONU nous attaque, l'ONU nous condamne, mais en même temps, Israël, pour vous, ne parle pas cette même langue, en fait, la langue du droit international. Ça voudrait dire quoi, parler la langue du droit international pour Israël ? Il y a beaucoup d'éléments, mais premièrement, et peut-être on peut parler dans le cas et cause de Goldin, qui c'était pour moi... Hadar Goldin. Oui, d'Hadar Goldin. C'était pour moi une occasion de comprendre répondre à ta question. Qu'est-ce que ça veut dire, ne parle pas la langue? Alors, je donne un exemple. Pour Hadar Goldin. Oui. Ok. Alors, Hadar Goldin est un soldat et avec lui, il y a Oron Shaul, un autre soldat. Il y a deux citoyens d'Israël. Avera Mengistu. Oui, et Hicham Assaed, deux civiliens. Donc, il y a quatre Israéliens, 2 soldats, 2 civils qui sont aujourd'hui aux mains du Hamas. Ça, tout le monde le sait. Oui, tu as raison. Alors, la cas et cause de Hadar Goldin, il avait tué par les Hamas dans une violation de cessez-le-feu. Du cessez-le-feu. C'est-à-dire que Hadar Goldin a été tué après que le cessez-le-feu ait été signé entre Israël et le Hamas. Oui, mais la demande pour cette cessez-le-feu, c'était des États-Unis et des ONU. Ok, donc l'ONU avait demandé un cessez-le-feu. Oui, et les supports pour cette cessez-le-feu, c'était des European Union. Ok. Alors, donc tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. La cessez-le-feu était en violation. Le moment qu'il avait pris Hadar Goldin, elle avait tué Hadar Goldin, et il y a 5 ans et demi que les Hamas ne retournent pas à son famille. Ne rend pas le corps. Non, pas le corps. Pas lui, pas Oron Shaul, pas les civiliens, il y a une autre histoire, mais la point est important. Pour tous les 4. Parce que il y a une violation de loi internationale et l'État d'Israël en même temps, elle parle avec l'ONU et avec l'Union européenne. Elle parle avec tout le monde. Oui, elle parle avec tout le monde. Et tout le monde supporte les projets économiques dans Gaza. Et c'est très important. Mais elle demande rien. Elle ne dit pas l'humanitaire pour l'humanitaire. Oui. Il y a c'est-à-dire que pour vous, il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on ne considère pas Israël comme on considère le Hamas, puisqu'il y a des projets humanitaires qui sont faits pour les 7 millions... les 2 millions de Palestiniens qui sont Ils sont otages de Hamas aussi. Ils sont otages. Donc, pour eux, il y a des projets économiques et vous trouvez ça très bien. Mais si ces projets ont lieu, vous trouveriez juste qu'Israël lève le ton et demande qu'on lui rende ses habitants. Mais ça paraît fou. Israël ne demande rien. Il demande 7-4. Je ne sais pas s'il demande rien. Mais je sais qu'il... Pour eux, il n'y a pas de demande. Officielle auprès de l'ONU, il n'y a pas de demande. Non. Pas de demande. Et c'est pas seulement grave comme ça, mais c'est ça, d'après vous, qui a permis que la Cour internationale de justice ait, on va dire, l'idée d'aller encore plus loin et de condamner des soldats d'un pays souverain, quoi. Vous croyez que c'est lié, tout ça? Tu as dit quelque chose de très intéressant. Je pense que l'idée de souveraineté de l'État d'Israël, on ne comprend pas comme il faut. Parce que la souveraineté d'Israël, il est maintenant compromise avec de Afifonim et Ballonim qui vient de Gaza. Et on avait pensé, quand c'est juste commencé il y a 2 ans, quand ça avait commencé, il y a des membres de ce gouvernement qui avaient dit c'est juste une ballon. D'accord. C'est juste une afifone. Ça a coûté beaucoup de problèmes pour les agriculteurs. Alors, je pense que c'est une part de ce qui est arrivé avec les ICC, mais c'est seulement un autre symptôme.
Bon, en tout cas, on voit que vous avez beaucoup de choses à dire, que vous pensez que nous, les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants ou les anciens immigrants ont une voix parce qu'on a été éduqués différemment. Voix importante. Une voix importante. Et qu'il faut, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'engager, il faut faire des choses. On a besoin d'engager, on a besoin... Je pense qu'il y a, et tu vois les Olim dans toutes les organisations civiques, il y a 40 000 organisations civiles dans cet État. C'est fou. En Israël. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Et cette organisation, il prend la place du gouvernement beaucoup de temps, qui n'a pas des plans long terme, holistiques, dans l'éducation. C'est vrai que ça tient beaucoup sur les gens. Alors, simplement. dans cette organisation, tu trouves beaucoup des Olim, mais la seconde place, la tzadaba, l'étape suivante. Oui, l'étape suivante, pour moi, je pense, pour nous, c'est prendre la place dans la voie publique pour faire s'engager en politique, en fait. Oui, je pense. De faire des changes dans la policy, dans la stratégie d'Israël, parce qu'on a de compréhension du monde. Oui, du monde. Il y a beaucoup de temps que je pense qu'on a quelque chose de très important de contribuer. À l'État d'Israël, au développement de l'État d'Israël. Oui, et pour nous-mêmes. Bien sûr, ok, à la préservation aussi du peuple juif et au respect, qu'on nous respecte en fait à l'extérieur, c'est ça, en tant qu'État souverain. C'est pour le futur. C'est pour le futur. Bon. En tout cas, Michal Kotler, merci de cet effort parce que je sais que c'était pas évident pour vous. Et je m'excuse pour ma français. Non, mais tout va bien, on vous a tout à fait comprise. À bientôt, voilà. Et bon courage pour la suite et puis pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Merci beaucoup. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.